Accademia Attenzione tassier. Organologie. Négantropologie. Alors on écoute Kevin. Ouais, je voulais revenir peut-être pas directement sur les interventions, mais sur la logique générale de celle de ce matin et de ces dernières. Tout à l'heure, avec le concept du catéchon, on a parlé d'ordre, de chaos et donc de violence en fait. Et ici, enfin un peu après, on a parlé de la cosmologie et du rapport à la nature. Et en fait, la nature a une cosmologie, c'est-à-dire qu'elle effectue sa reproduction, mais pas de manière non violente, justement par une sélection naturelle violente et par des désastres permanents. Donc si on veut retourner à une coordination des activités à travers le catéchon ou la négantropie, ça implique une violence qui a été mise de côté en disant que la violence était du côté du chaos et pas de l'ordre. Sauf que la loi, l'ordre implique une violence inhérente qui n'a pas été mise en exergue depuis le début. Donc comment, en fait, la question, c'est comment créer une cosmopolitique en rapport avec la cosmotechnique, qui pense cette violence. Quel rapport à la violence est-ce qu'on a dans la création de cette cosmopolitique, en fait? Parce que l'idée, et la deuxième partie, c'est que on a parlé de manière assez spéculative du catéchon, de l'ordre, mais pas des institutions qui vont permettre de soutenir cette cosmopolitique. Et donc, il faudrait des institutions qui conscientisent la violence inhérente à ces institutions et qui permettent de les poser en tant que telles, en fait, pour pas qu'on soit soumis à des institutions violentes, inconscientes, et qu'on puisse reprendre la main sur l'ordre qu'on veut mettre en place. Par exemple, l'organisation marchande est un ordre. Il n'y a pas de non-rationalité dans le marché, il y a une forme de rationalité, une rationalité marchande, qui est un ordre violent non conscient, qui passe à travers le fétichisme de la marchandise, par exemple, et la division non cohérente et non maîtrisée du travail, qui passe par une variation des quantités et des variations des prix. Donc la question, c'est comment instituer justement ces contradictions, ces violences, de manière consciente, parce que c'est la question qui nous intéresse particulièrement à Plaine Commune, concrètement sur le terrain. Comment penser les institutions de la démocratie? Est-ce que la démocratie est toujours le bon outil pour conscientiser ces violences? Enfin, c'est une question que je pose. La deuxième chose, c'est comment penser, et là je spoil un peu l'intervention que je dois faire, et donc je vous pose la question à laquelle j'essaie de répondre en fin de semaine, justement la solidarité institutionnelle. Nous on pose le revenu contributif comme un salaire qui va rémunérer un travail, et des caisses d'investissement dont parle Franck Cormeret. C'est comment penser en fait la solidarité de ces institutions qui vont défendre une économie de la négantropie, qui vont défendre un certain ordre rationnel, mais aussi comment penser leur concurrence, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, comment penser la concurrence entre ces caisses pour permettre une sorte de métastabilité. Comme David en parlait tout à l'heure, le catéchon, c'était quelque chose de distribué, donc une concurrence entre différentes institutions plutôt qu'une institution hégémonique et verticale. Donc comment penser concrètement ces choses-là? La deuxième question que je voulais poser, c'était par rapport à Laurent qui parlait de la sécularisation comme un processus, c'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est quelle est la base matérielle, enfin la base dans l'organisation sociale plutôt, de cette dynamique de séparation dont tu parlais, de cette séparation entre l'État et la religion qui s'est produite à un moment. Quelle est l'origine de cette dynamique-là de séparation? Parce que si on veut créer des institutions, il faut comprendre l'origine de l'apparition et de la disparition des institutions aussi. Et pas les poser comme de manière historiciste, en disant à un moment ça s'est produit, mais comprendre comment on peut reprendre en main une dynamique sociale, à partir d'une ontologie sociale de l'organisation de la production, par exemple, comme dans la théorie marxiste, ou à partir d'une autre théorie qui va permettre de penser cette dynamique. Voilà. Oui, moi j'ai une question pour Duke, en fait, j'ai beaucoup apprécié l'idée de la reprise critique du geste kantien, évidemment, sur le cosmopolitique, et la façon aussi dont la proposition que tu fais fait un pas en avant par rapport au travail de Stangers sur la question du cosmopolitique dans son approche. Où effectivement elle a essayé d'utiliser la science ou les sciences pour essayer d'aller vers une dimension cosmopolitique. Ma question, c'est la question de la relation entre le cosmopolitique et
une figure plus ancienne du théologico-politique. C'est-à-dire, en fait, la question de Spinoza, qui est en fait la question des affects et de la puissance des affects, parce que si tu intègres, évidemment, et tu as tout à fait raison, la dimension du cosmos dans la dimension de la politeia, en fait, j'ai l'impression que parallèlement, ça diminue, ou en fait, on n'a pas tellement entendu la dimension du théologico-politique au sens de Spinoza. Donc, autrement dit, ma question, c'est qu'en est-il de la relation entre le technologico, le cosmos technologisé, si j'ose dire, et le théologico-politique. Et pour Laurent, une question qui est la question, évidemment, de l'opposition entre les deux figures que tu fais, c'est-à-dire qu'à la fin de ton exposé, donc en fait d'un côté le conservatisme et de l'autre côté, comment dire, une position plus libérale qui serait la défense dans les deux schémas que tu fais d'une position, disons, non traditionnelle. L'idée c'est qu'on ne voit pas le curseur, c'est-à-dire qu'en fait où est ta position entre l'un ou l'autre, parce qu'à la fin, ce qui est intéressant et assez paradoxal, c'est que tu dis que finalement la laïcité est une belle idée régulatrice, mais en même temps, si ça se réalisait, ça serait la pire des idées. Et donc là, on reste un peu, si j'ose dire, dans l'attente de quelque chose qui serait probablement, comment dire, des indicateurs d'une transvaluation, si on reprend les termes de Nietzsche, c'est-à-dire comment on pourrait réorganiser la question des valeurs. Est-ce qu'on peut, disons, esquisser disons, dans le curseur entre ces deux points que tu as dit, un ensemble de valeurs qui elles-mêmes permettraient de mieux nous situer entre d'un côté une tradition qui nous enferme et de l'autre côté une ouverture qui est tellement ouverte en fait qu'elle nous rend fous. First, congratulations to you on his book again. I find it convincing in the way that it raises the question of China and in the way that it raises the question of cosmotechnics. But I think cosmotechnics is maybe the hardest thing to discuss that one can imagine in a convincing way, and especially when one begins to compare different cosmotechnical systems or ideas. And I'll give a couple of examples of the difficulty based on what you said in your paper. One about Peter Thiel and the other one about Heidegger. About Thiel, in a way, he's doing a cosmotechnical analysis in 2004 because he's responding, as you say, to 9/11 by talking about the loss of faith, the loss of belief in the West. And what his goal is in that paper is to contest the neocon position, the position of Strauss and the neoconservatives, which is itself a response to Hobbes and the idea of the war of all against all, and the argument that what is the defense against that, and what is the defense against that for America, which finds itself weakened in its will, and so on, that was such a large discourse after 2001, that the defense is war and the re-energization of the spirit that will be possible through war. But this is what Peter Thiel is arguing against. And so already Strauss has a kind of a cosmotechnical position if you think of war as a technics. So what is his rejection of that is to go through Girard, of course. And his argument is to say that the neocons have it too simple, that this intention of the Straussians is to act as a catacomb, as a restrainer against the war of all against all. But in fact, quoting Schmidt, Thiel says, it will be a hastener.
and hastener, like an acceleration. And in fact, it's a kind of an accelerationist argument that this will just bring on the destruction. So this is why, for him, Girard has virtue because of the idea of the pharmakos, which is a kind of pharmakon. That by the sacrifice of the one will heal this problem that the Straussians cannot solve. Of course, the incredible irony is that Thiel is writing this in 2004, just before he invests in Facebook, the gigantic mimetic experiment that will then lead him to support a candidate for president who bases a lot of his candidacy on the pharmakos. But the irony of that is that, although using a Girardian approach brought the presidency, that the mistake is to think the pharmakos before the pharmakon. And that what this means is that it can still end up that Trump becomes the pharmakos, the scapegoat for what he really represents, which is the pharmakon that brought the suffering, that brought the desire to bring him to power. The second example that I was going to give is the way that you let, so in that example, you let Peter Thiel read the history of the West. The other example with Heidegger, you let Heidegger of 1935 read Heidegger of 1949. In other words, you interpret the question concerning technology through an introduction to metaphysics in order to draw attention to the way that techne is associated with violence. And this is just, this is true. But it's also very complicated because between 1935 and 1949 is a very complicated time, and a very complicated time for Heidegger. And in particular, the interpretation of Antigone that Heidegger conducts in 1935 is not the end of the story. He rereads Antigone in 1942 in another lecture course. And there are many similarities between the two readings, but there are also important differences that nobody has ever looked at because it took a long time for this to come out. Already the 1935 reading of Antigone we can see in terms of the 1933 Rectorate Address, which is where Heidegger is most letting Nietzsche rule his thinking as the last philosopher, in a paper where he also, in the Rectorate Address, where he also says that Prometheus is the first philosopher. And it's really framed between Nietzsche and Prometheus. These are the heroes of the Rectorate Address, which ends, of course, with Heidegger saying, all that is great stands in the storm, which is not a statement about techne, but in some ways it is a statement about techne. By 1935, still Nietzsche is reading the interpretation of Sophocles and Antigone in Heidegger. Heidegger is letting Nietzsche read it in a way. But yet it ends with Hölderlin. But in 1942, this has changed. In 1942, Heidegger is letting Hölderlin read Sophocles, and vice versa. And for instance, it means that
he draws attention at the very beginning of that reading to the way that Haemon talks not about standing in the storm, but about the need to be able to sway in the storm, and that what stands rigid will fail. Again, it's not exactly a statement about Techne, but we can see the difference that this already begins to make. And reading the two readings is very complicated. There he says, what is merely rigid shatters. So there's a different tone, plus the fact that in 1942, Antigone the character, Antigone herself, Antigone the tragedy, not just the choral ode, is brought into the reading in a way that means that it's shifting from what it was in 1935, which was where philosophy was the dictator of the reading of Antigone, whereas in 1942, its tragedy is brought back in a much more interesting way. Again, that is not to say that you can't read the question concerning technology through an introduction to metaphysics. I think you can. But if you're going to use that to characterize what Techne is in the West, it's an extremely complex question, even within the cosmotechnical framework that varies in Heidegger from 1933 to 1949 and beyond. That's all I had to say. Maybe we'll start there. Messieurs, vous avez la parole. Tu veux Ah, oui. Tu peux. Vas-y. Thank you. Alors, comment penser la sécularisation? Non, c'est pas ma spécialité. J'ai évoqué l'exemple de l'Église chrétienne qui se constitue à côté de l'État romain. C'est un exemple de séparation, avant qu'on en fasse grand cas au XIXe siècle, et dans la loi de 1905 en France. Micro, ok. Je peux aussi donner l'exemple d'Athènes. C'est un exemple qui ne vaut pas par son absoluité historique, mais par exemple, Socrate, qui allait enseigner dans les maisons des nobles, partout chez les aristocrates à Athènes, le faisait sous le regard et à portée d'oreille des tenants de la tradition de son temps. C'est pour ça qu'il a été jugé comme impie, enfin pour impiété. Et c'est quoi déjà? C'est corruption de la jeunesse. Bon, il n'aurait pas été tué s'il avait accepté l'ostracisme. Bon, ça c'est un autre débat. Platon, qui est son élève, étrangement, ne fait pas la même erreur. Il constitue une école dans laquelle l'enseignement sera dans un lieu privé, et donc par défaut, loin des oreilles des censeurs. Ça, c'est pas un cas de sécularisation pour moi, c'est un cas de mise en place d'un espace laïque. La sécularisation, elle est arrivée avant, c'est le passage de la société tragique à la société démocratique athénienne. C'est ce délitement du sacré, enfin du religieux au profit du politique. Là, on a un passage, enfin une forme de sécularisation bien avant l'usage du mot et son invention au XVIe siècle d'ailleurs.
La sécularisation, c'est d'abord un terme juridique qui signifie le passage de biens du clergé dans le domaine laïque, c'est-à-dire auprès de non-clercs qui rachètent ou qui ont un don, ou quand le roi décide de prendre des biens de l'Église également. C'est ensuite un concept politique. Et ça, je l'ai dit, c'est venu au cours du XIXe siècle, et c'est l'exemple de Jules Ferry qui se base sur ce qu'il appelle les sécularisations précédentes pour renouveler encore une fois un phénomène de sécularisation en rendant l'école laïque. Donc il fait lui, c'est pas le seul, hein, c'est toute la tendance en Allemagne et en France. Il y a un lien qui se fait, enfin il y a un accord qui se fait pour dire qu'en France, la laïcité est l'accomplissement le plus rude, le plus dur, le plus intransigeant de la sécularisation, alors que par exemple en Allemagne, ça s'est passé moins anticléricalement. Alors vous aurez compris que ce n'est pas du tout ma position sur la laïcité. Mais bon, ça c'est les grands courants dans lesquels on se débat encore aujourd'hui. Hein. Elle a une base sociale à la sécularisation, une vaste question. C'est celui qui donne le coup dans... Enfin, on ne peut pas donner d'origine. Donc déjà, ce que je vais dire doit être entendu sous cette précision-là. Le coup d'envoi d'une sécularisation, c'est quand le laïc se rebelle contre le clerc. Ça veut dire que le laïc, qui est dans la tradition chrétienne désigné par le clerc comme son inférieur hiérarchique, se rebelle parce qu'il a pris conscience de sa position et qu'il a déjà effectué un pas de distanciation par rapport à la tradition. Sinon, il accepterait sa position sans discussion. Ça veut dire que précédemment à ce geste, il y a eu un délitement qui a eu lieu, mais qui n'a pas eu de conséquences politiques encore. Alors comment ce geste que l'on prend dans l'exemple religieux, on peut tout à fait l'imaginer dans l'économie capitaliste, puisque tu prenais l'exemple de Marx. L'économie capitaliste, actuellement, fonctionne sur la croyance qu'il n'y a pas d'alternative, notamment. C'est une rengaine qui fait penser qu'on ne peut pas imaginer un autre système qui pourrait marcher. Alors, la plupart de la majorité de la population serait en accord avec le fait qu'il n'y a pas d'alternative. C'est bien rentré dans les mœurs. Ce qui veut dire que quand on essaie de poser une alternative, on est suspect. D'une part, on est combattu d'autre part, même par ceux qui seraient naturellement nos alliés. Parce qu'ils ont en tête une autre forme de croyance. Alors ça suppose un travail préalable pour désapprendre ce qui a été appris par le marketing, dans les médias, le management, parce que pouvoir avoir un regard critique sur ces situations, ça signifie déjà pouvoir faire un pas de retrait par rapport à elles. Donc si on veut amener des gens à pleine commune qui soient d'accord avec une position, il faut déjà les sortir des schémas de pensée qu'ils subissent tous les jours, depuis leur naissance, pour la plupart. Enfin, sauf peut-être quand, effectivement, quand c'est des immigrés syriens, ils ont d'autres schémas en tête. Alors le principe de séparation est un moment intéressant, parce que dans le mot séparation, il n'y a rien de négatif. Pourquoi ? Parce que le préfixe, en latin, le préfixe « c » marque la coupure, mais parare, qui est le corps du mot, n'a aucune connotation négative. Ça signifie parer, préparer, apprêter, et pas du tout, je ne sais pas, mettre à l'écart. Et donc c'est dans le C de séparer que vient tout
les synonymes de séparation. Tout ce qu'on entend par distinction, séparation, écart, rejet, ouverture, c'est pas dans la séparation, c'est dans le C de la séparation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a un travail qui est très important pour dire que séparer, c'est avec un objectif positif. Il y a quelque chose à affirmer, il y a quelque chose à contrer ou à rejeter. Bon, merci d'abord pour la question sur la violence. Alors voilà, dans la citation de Peter Dieu, ce que j'entends de dire est que voilà, maintenant on témoigne la fin d'une globalisation unilatérale. Voilà. Et donc c'est pour ça, Peter Dieu, il a dit qu'il faut sauver l'Occident. Et l'Occident. Voilà. Et yes. So when he says that we have to save the Occident, and but this, of course, has resonated a lot with Oswald Spengler when he said 100 years ago, the decline of the West, and what happened at this moment, 100 years after, that there is still an appeal to save the West, even though this is two different contexts. Because in the time of Spengler, it was the question of the incompatibility between, on the one hand, civilization, on the other hand, culture, civilisation and culture. But now, the problem, that Peter thinks that we have to say that the West had to save itself is because of the end of the unilateral globalization, and that in what way can the West maintain the privilege that it has. So this is fundamentally the question of the war, of a new form of war, but this war is precisely the war of technological competition. So this is a very evidence, and if you look into the discourse of technological development in China and in Europe, you see, and in the US, you see very clearly that this is a large scale, a planetary scale of technological competition, which is leading to where, we don't know. Of course, there's that transhumanism, or the kind of superintelligence that will be able to solve all the problems. So the question of violence is precisely, if we can identify with this, is this mode of modernization. This mode of modernization and technological acceleration which has taken place since modernization. Not only in the colonial countries, but also in the West itself. Now, if this mode of completion and this mode of technological acceleration continue, for me, this will be the source of the major violence that we have today, which is either the Anthropocene or the ecological problem or the problem the discrepancy of wealth. So in order to overcome this, if we can say that, if we can give the name or give the title to it, to overcome modernity, that is precisely the problem of which means to overcome modernity means to overcome this mode of globalization and technological acceleration that we have now. Now the question is then, how are we going to do it? And we are not going to overcome modernity by negating technology. No, this is not my proposal. My proposal was how to overcome modernity with technology, but by giving it a new framework, which I call cosmotechnics. And this new framework consists of
Several things, but firstly, we have to make a distinction between modernization and modernity. Modernity, if we understand among many other people, is a methodological and epistemological rupture which has taken place in Europe since the 16th century, and this was exported, of course, through colonization and so on, and trade and so on and so forth. And I have this belief that in order to overcome this, and that is to say, to invent cosmotechnics of our time, it's necessary to go back to the question of the episteme that Ben also talked about. But for me, I think that whenever we have an epistemic change, or transformation, it is always a response to a crisis, to a huge crisis. If we look at the epistemic change, because for Foucault there are 3 epistemic changes in the West, and for me, I believe that in China we also have 3 epistemic changes, with 2 successful ones and 1 failed one. The 2 successful, the first one is at the time of Confucius. Because of the decline of Zhou dynasty, Confucius wanted to restore what he called Li, which means ritual, in order to kind of restore the moral order, because of the decline, which happened. And it was at the same time Taoism also appeared, and this was, you can see, as an attempt to restore, to kind of lead to epistemic transformation. The second epistemic transformation took place, we can say, in the 11th century, which is after Buddhism came to China. And Buddhism came to China, the first problem, of course, is the religion problem, as you related to what you were talking about as well. But also the problem of corruption. But of course, it's not as worse as today, at the time. So the Confucians respond to it by reinventing Confucianism, which is now we call Neo-Confucianism, and it starts with the question of cosmogony. Cosmogony was, but I'm not going to give more details into that. But then the failed example is after the 2 Opium Wars, that China was forced to modernize, and the intellectuals were looking for a new epistemic change, but they failed to produce one, and so you see that the whole modernization is actually extreme westernization. You can see even in the Cultural Revolution. So in order to respond to the question of what you said about violence and globalization, I believe that we must do, different cultures must invent or reinvent the cosmotechnics in order to think of to overcome the problem, the technological globalization that we have now, in order to think of the question of coexistence. So this is fundamentally the, but about how the question of episteme, maybe I will not enter into details now, because then it will be another talk. I say one thing? Yeah? Don't you think when Heidegger talks about the violence of techne as humans' ability to find a way through all things, that he's talking about the reinvention that you're talking about? I'm going to, because I only first answered the first question now, I will repeat that. Take your time. You very crucially. Now the second question about Spinoza. I have no intention to develop a political theology. No, it is not what I want to do. Because I don't think, for example, in China, in the case of China, if there is no God, why think about a political theology? No, it's not to invent a new. I think that I invoked Kant is just to show that we have to think beyond universalism, which is immanent in its cosmopolitics. No, and I didn't follow the path of Isabel Stengers, but I try to develop it
rather through what I call cosmotechnics. And I think the question of for me, the political theology is, of course, we have to talk about that, but it is not the central question here. So and with Spinoza and how we work with Kant and Schelling, I have talked about other way. Now back to the third question of Dan. Thank you very much for the very rich comment. It's true that you know what I was trying to say about Heidegger is that what Heidegger was trying to do through his reading of poetry, or different poets, Thacker, Ricoeur, even Rambaud, and also his reading of the Pisocratics. I try to suggest that Heidegger was trying to reinvent a cosmotechnics. And this is why for him it is called another beginning. And this is significant because this other beginning cannot do without going back to the question of the cosmos. And that was a central theme for Heidegger. When Heidegger talked about, when he said cosmos, what is cosmos? He says the world. He didn't use the conventional translation as order. He says the world, the Welt. And it is right for you, when you said, of course, from 1935 until 1949, it was a 14, 15 years time, and Heidegger was considered to be a Nazi, and he was looking for a job, and so on and so forth, which we can have a lot of analyze. For example, why he dropped the word violence in, for example, in the fragments of Anaximander. He talked about decay, but he never mentioned the question of violence anymore. He used a softer word like overcoming. No? But the question, but we have to understand that from 1935 until 1949, Heidegger was consistent. I believe that Heidegger was consistent with the question of techne. And the question of techne, because when we say the Kehre for Heidegger, of course you will say that it will happen only in his lecture in Bremen in 1949, but of course he said that it happened 10 years before, no? In the 1930s. And this affirmation of Heidegger himself is important for us to understand the consistency of his thought in these 10, 15 years. And techne, of course, as you said, the techne and violence in related to question of being as an opening, as a revelation of decay. So that is my reading of Heidegger, and I think that this is consistent with the 1949 when he says in the technique in the question concerning technology. Because for me, Heidegger remains a thinker of essence. And it is the question of essence which we can formulate his concept of techne. And it's because for him, by asking the question of essence, that he's able to think of, maybe we can say, his own version of cosmotechnics. Because, and this is sometimes reading Heidegger annoy me, because when he always quote Goethe, as if in Goethe we can already find a solution. But precisely in the question concerning technology, when he said, what is essence? Wesenheit, he says, Wesenheit from Goethe. And it is a form of preservation. It is a revelation, a preservation of being. And I think this is a thinking which was very, was rather consistent in the in his readings. Maybe I stop here. I just thought I'd first mention something that ties together Dan and Kevin's point, which is the Catacon and Girard are brought together by Roberto Esposito in his work in an interesting way that thinks about the internal violence and sacrifice and the Catacon. So if you're interested in that, Esposito's book on immunity is a place to think about Thiel and the Catacon. And
I just wanted to pick up on some of the things that Yuke is talking about, because this morning I tried to be a little bit more positive and more positive about Schmitt, but I think if we're talking about violence, I need to be a bit more precise with what I would want to say about Schmitt's relevance for contemporary thinking, because one of the most important points that he would make is that these political orders, including catacontic orders that are in larger spaces than the state, require a space for violence to maintain their stability. So the famous example of the Jus Publicum Europaeum requires the open space of colonial expansion to fight the wars of competition to maintain the stability of the European space. So the limited wars of the 18th century, which were not very bloody and did not involve civilians to a large extent, required an open space in the colonial world in order for that stability to be maintained. The problem with the 19th century is the world becomes filled up, and all the technology and the violence of the colonial space eventually returns to Europe in the Second World War and destroys it absolutely, and millions of people, of course, are killed. So for Schmitt, after the war, with the Cold War, in Der Nomos der Erde, he actually despairs of finding a new space for war because the nuclear question makes it seemingly impossible for humans to fight each other anymore because of the possibility of destroying the earth. And many others, Hannah Arendt and others, lament the same possibility. But by the time of the 60s, he's discovered a new space for war, which in the theory of the partisan is the partisan war, which I think relates to Bernard's question of scale. Instead of thinking of space, it's a topology rather than a topography, is that the partisan war is a place where the Americans and the Soviet bloc can find a place to fight in a different plane. So instead of fighting with the nuclear ICBMs arrayed across the North Pole, they find a different space to fight in, which is the partisan area of war. So when we come to the new era of today, and the idea that I was proposing, the catacon of the new era of a system that doesn't look like a traditional political system, we still have to think about the question of violence, because if these systems are political, which I think they have to be, and if they're cosmopolitical or cosmo-techno-political in Yuke's sense, the question of violence can't go away if they're political. And the question then is, where are the boundaries of these systems? It's not a world system. It can't be a world system. I mean, that's the fantasy of globalization as a new end of history. So what are the boundaries of the system? They can be open systems in the sense of systems theory, but they're not boundless. They have boundaries. So one of the tasks for scholarship is to identify the boundaries of the systems, and then also what are the political stakes of those boundaries? In other words, where does the killing become possible? Where is the war possible? And that's simply a factual question, I think. So where are we willing to kill? I think Bernard's question is a difficult one. Sometimes it's structural violence that doesn't look like military violence. I don't know how to answer that question. That's too difficult to think right now. But at least we can say that with where is military violence, where are we willing to defend, where are we not willing to defend? So I think for a while it seemed like human rights discourses were where the military power was going to be decided. Where did we want to defend certain kinds of human community, where did we not want to defend it? But that seems to have dissipated a little in the last little while. But I think that's the Schmittian question, is where are these systems willing to defend certain kinds of, but I didn't see that in Yuke's, well, I just think it's a question that we need to address, right? But I just wanted to confess that I didn't want to repress that question of violence. The open systems, I made them sound more positive, but those decision points will require boundaries to be, and I think it's not about, it's probably going to involve China. It's going to be China, Africa, Europe, and parts of America, but the configurations are not clear right now. But where will the war be possible? That seems to be something that we do have to think carefully about. Thank you.
Juste sur ce que vient de dire David, je pense que la question que tu posais sur où sont les frontières, je pense qu'il y a quelque chose de très très important qu'il faut instruire précisément, qui reste à mon avis complètement à faire, c'est à articuler conceptuellement de manière rigoureuse le rapport entre frontières et limites. Parce qu'il y a des frontières, appelons-les accidentelles, historiques, culturelles, etc. Et il y a des limites. Et c'est pour ça que la théorie des systèmes est très importante. Parce qu'elle pose ce problème. Comment un système engendre ses propres limites. Voilà. Et là, voilà, système ouvert et système fermé. C'est pour ça que je considère, moi comme toi, que Bertalan Amphis est un penseur important. Juste en passant, j'ai demandé à Maël Monteville ce qu'il pensait de système ouvert de Bertalan Amphis. Il me dit ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter avec lui. Voilà. Je voulais faire quelques remarques sur les deux exposés. J'aurai pas le temps parce que sinon on va vraiment finir trop tard, mais à partir des questions en tout cas. Mais d'abord, je voudrais dire que je remercie Kevin d'avoir posé sa question parce que ce qu'on essaye de faire ici, c'est précisément des articulations d'échelle. C'est-à-dire que les questions qui se posent à Pleine Commune, très pratiquement, très concrètement, comment est-ce qu'on organise avec les habitants de Pleine Commune, qui sont 410 000 personnes, etc., avec les administrations de Pleine Commune, comment on fait des choses, ça se pose à une certaine échelle, qui est l'échelle d'un territoire de la banlieue parisienne. Et ce que nous discutons ici, dans cette académie d'été, c'est même totalement déterritorialisé. Ça dépasse même l'échelle du système solaire, parce que sinon, ça ne serait pas de la production philosophique. Évidemment, c'est ridicule de dire que ça dépasse les 16 du système solaire, et c'est même contradictoire avec ce que je disais ce matin. Mais n'empêche que c'est de ça qu'est partie la philosophie, c'est de ce genre de position. Donc c'est très important que nous articulions les questions les propos qui ont été tenus aujourd'hui avec les questions que pose Kevin, parce que sinon on serait dans un artifice. Alors sur la question de la violence précisément, je pense que c'est une question absolument fondamentale et très évidemment extraordinairement compliquée. C'est d'ailleurs la question d'Antigone et de Heidegger dont nous parlait Dan. Et là, je crois que ce matin, je disais, il faudrait que nous arrivions à élaborer une convention pour dire, voilà sur les choses sur lesquelles nous sommes plus ou moins d'accord, pour dire, pas forcément on est d'accord entre nous, mais en tout cas que ce sont des questions importantes et que nous voulons travailler dessus. Je pense que la première de ces questions, c'est la violence. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Pour toutes sortes de raisons, mais je vais d'abord en donner deux pour ne pas être trop long. D'abord parce que ce dont nous parlons, c'est l'hubris. En tout cas, c'est ce dont je parle, moi. Voilà. La techné, la mesure, l'instrument, l'exosomatisation, patati patata, c'est l'hubris. Et Kevin a parlé d'une violence naturelle, si je puis dire, dans le cosmos de la nature, qui est par exemple la lutte pour la vie, la lutte entre les proies et les prédateurs, autrement dit la sélection, ce qu'on appelle parfois la sélection naturelle. C'est une forme de violence, mais c'est pas l'hubris. Voilà, on ne peut pas l'appeler l'hubris, c'est pas possible. L'hubris, c'est l'hubris dans le nomos. Sinon, c'est pas l'hubris. Et donc, il y a une question de l'inscription dans une cosmologie qui ne peut pas être naturelle. Une cosmologie ne peut pas être naturelle. Elle ne peut pas être non plus culturelle ou artificielle. Elle est un point de vue. C'est pas la même chose. Et elle est un point de vue qui se revendique du point de vue d'un observateur. Parfois, il m'arrive de dire, voilà, si on tient absolument à trouver un point de différenciation entre l'animal et l'homme, c'est l'observateur. Il y a une position d'observation. En même temps, si vous avez fréquenté des grands singes, ce qui est mon cas, ils sont très observateurs. Donc, c'est très compliqué. Mais en tout cas, l'observateur, ça a des instruments d'observation. Et je pense que la violence, il faut bien en situer
enfin en définir la teneur conceptuelle, bon, je pense qu'il faut la présenter comme hubris, c'est-à-dire comme démesure. Voilà. C'est un problème de rapport entre la mesure, le métron, et la démesure, l'hubris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'ordre, c'est la violence dont le désordre peut nous libérer. Ça, c'est une vision, je dirais, après Marx. Voilà. Mais en même temps, ce dont parle Schmitt, c'est le contraire. Et donc il y a toute une série de, à mon avis, fausses questions qui essayent de comprendre si la violence est du côté de l'ordre ou du côté du désordre. Or, elle est des deux côtés, évidemment. L'ordre est violent et le désordre est violent. Et le problème, c'est le processus qui constitue des phases, ce que Simonon appelle des phases. Et c'est la question de l'agencement des phases et de l'intensification des phases qui est le vrai sujet. Donc c'est l'individuation, le problème. Lorsque un ordre, par exemple l'ordre de Napoléon III, est bouleversé par une série de choses, la guerre de 70, la commune de Paris, etc., où émerge d'ailleurs Arthur Rimbaud, à 17 ans, qui balance des trucs absolument incroyables, et qui parle de ça, et dont Heidegger parle d'ailleurs, que j'ai découvert par Hugh. Voilà, on a un nœud d'ordre et de désordre, de violence, etc., extraordinairement complexe, où l'ordre et le désordre et la violence sont partout en réalité. Mais à quelles échelles? C'est ça le problème. L'échelle d'Arthur Rimbaud, d'un jeune enfant, c'est quasiment un enfant, qui vit dans une banlieue dans une ville de merde qui s'appelle... voilà, en tout cas, lui, il le vit très mal. C'est pas du tout Charleville-Mézières, c'est une très belle ville, mais lui, pour lui, c'est une ville de merde. Voilà, c'est la ville des effarés. Bon. À une certaine échelle, il perçoit des choses qui sont perçues autrement à l'échelle des communards et encore autrement à l'échelle de Jules Ferry, parce que c'est à ce moment-là que Jules Ferry est en train de constituer. Jules Ferry fait partie des mecs qui vont réprimer tout ça, etc., etc. Donc c'est ça qui est très compliqué. Et donc le problème, c'est de ne pas substantifier la violence. Parce que sinon, il y a la non-violence d'un côté, le bien, Jésus, Bouddha, tout ce que vous voulez, et puis il y a la violence de l'autre, c'est-à-dire le mal, le diable, Saddam Hussein, etc. Et on entre dans la pharmacologie de l'ordre et du désordre. Et là, je pense qu'il faut être vraiment très, très, très précautionneux. Il faut faire extrêmement attention, et je dirais ça surtout à Pleine Commune. Voilà, parce que Pleine Commune est une poudrière, par ailleurs, par rapport à toutes ces questions. Après, moi, je pense que ce qu'on doit faire à toutes les échelles, celle d'Arthur Rimbaud, celle de Pleine Commune, celle de l'Europe, celle de la nation, de l'ONU, dont je vous avais compris que je vous propose qu'on en prenne la direction dans le Bulletarion, c'est ça le programme, prendre le contrôle de l'Organisation des Nations Unies, voilà. C'est l'objectif de Pleine Commune en réalité, mais Patrick Boisec ne le sait pas encore. Ça lui plaira vachement d'ailleurs, parce qu'il est extrêmement ambitieux, donc ça va l'exciter complètement à mon avis. On lui racontera ça jeudi matin. C'est de produire des critériologies de la violence, des critériologies positives et négatives. Quand est-ce que j'ai le droit de faire violence? Ce sont de très très vieilles questions du droit, ça. Hein. Il y a des situations dans lesquelles je dois faire violence pour protéger le droit, et violer le droit pour protéger... C'est la question de l'exception. Et quand est-ce que je dois réprimer la violence? Et qui doit la réprimer, etc. Eh bien ça, c'est ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels. C'est ça qui constitue les machins comme ça, et c'est ça la sécularisation. La sécularisation, c'est ce qui va, à travers ces dispositifs rétentionnels, et en mettant en œuvre des rétentions tertiaires hypomnésiques, il faut parler très précisément, c'est ce qui va produire des critériologies. Ces critériologies peuvent être théologiques, artistiques, culturelles au sens, je sais pas, des modes de vie, de la cuisine, de tout ce qu'on veut, politique, à proprement parler, juridique dans le politique et tout ça. Et ça, il faut le décrire très précisément. C'est ça que j'appelle l'exorganologie, voilà, et qui sera le sujet du séminaire que je vais faire à la rentrée. Alors, ayant dit cela, vous avez posé la question de la démocratie et de la solidarité. La démocratie, je pense qu'il faut vraiment la mettre, à mon avis, entre parenthèses aujourd'hui,
Je ne dis pas ça parce que je serais contre la démocratie. Je fais partie de ceux qui défendent encore la démocratie, mais je pense que ça n'existe plus, la démocratie, depuis des décennies déjà. Et arrêtons de nous casser les couilles, excusez-moi d'être très violent, mais d'être très vulgaire, mais c'est souvent la même chose, avec la démocratie. Parce que c'est du bidon, et c'est le système d'oppression dans lequel nous sommes, qui s'appelle la démocratie, qui n'est pas du tout une démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une démocratie? Eh bien, je pense que ça passe par la démocratie, ce qu'on appelle parfois la démocratie économique. C'est-à-dire que la solidarité, elle doit être constituée par la valeur, par la définition de ce que c'est que la valeur. Et donc les institutions dont parle Franck, par exemple, ce ne sont que des institutions qui vont finalement consolider à travers des appareils de critériologie, justement, qui contrôlent des rétentions tertiaires hypomnésiques, qui vont consolider quoi? Une activité d'échange économique négantropique. C'est ça le programme sur pleine commune. Donc il est absolument fondamental de dire, voilà, la solidarité institutionnelle, c'est d'abord une solidarité économique. Et l'institution est là simplement pour arbitrer, c'est-à-dire, c'est les organes délibératifs, les bouleterias, en fait, ce sont des espèces de bouleterions. Voilà. Le bouleterion, ça sert à ça à l'époque de Thalès. Voilà. Après, la question n'est pas de convaincre, en fait, les habitants de pleine commune. On ne les convaincra jamais. C'est d'intensifier leur désir. Et c'est ça que disait tout à l'heure Franck en référant à Spinoza. Sauf que Spinoza, il ne faut pas le lire seulement avec Lordon, parce que Lordon, il ne dit pas un mot de la pulsion de mort, il ne dit pas un mot de Freud, etc. On ne peut pas parler de Spinoza sans parler de Freud, c'est pas possible. Et donc, il faut arrêter d'avoir son petit doudou philosophique. Lui, c'est Spinoza, lui, c'est Hegel, machin, c'est l'autre, c'est Heidegger, etc. Non, il y a un tout. Et dans ce tout, même Schmitt, qui est type détestable, certainement par bien des aspects, est extrêmement important. Et donc, on est obligé de prendre le tout. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tous prendre le tout de la même manière, bien entendu. Parce qu'on est justement dans des points de vue. Et la grande question qu'il faut arriver à poser, c'est la question du point de vue. Le catéchone, donc vous avez référé à la distribution du catéchone, c'est la distribution des points de vue, et alors ça, c'est la démocratie. L'autorisation des points de vue, la possibilité des points de vue de se transindividuer, etc. Mais ça suppose des technologies. C'est ça les bases matérielles de la sécularisation. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Orange et Dassault Systèmes. Voilà. Avec des grands groupes du capital. Parce que c'est avec eux c'est eux qui les fabriquent, ces machins-là. Et on est obligé de bosser avec eux, sinon on ne pourrait rien faire, tout simplement. Alors après, sur Spinoza et le désir, moi je reviens à ce que je disais, je ne sais plus quand, ce qu'il faut arriver à poser c'est relire Spinoza à l'aune de la question de la sublimation chez Freud. Voilà. Je pense que c'est absolument fondamental. Donc je te redis un petit peu la même chose que ce que je disais par rapport à ce que tu disais de l'amour. Et je pense qu'il faut arriver à articuler Spinoza et son théologico-politique avec ce genre de problématique. Voilà. La difficulté de la cosmotechnique sur laquelle a insisté Dan. Bon. Can you understand what I mean? A little bit. I speak in English now. The difficulty of cosmotechnics, cosmotechnics. Of course, the question here is the relationship between the pharmakos and the pharmakon. The pharmakos is not at all the pharmakon. The pharmakos is unbearable, unacceptable result of the pharmakon and of the bad relationship to the pharmakon. We must know that the pharmakon being always a pharmakon, it is not possible to reduce the double dimension of the pharmakon. There will have always the pharmakos. But we must make this impossible. We must create limits that make this possible only at the limit. Only at the limit. Now we live a long period of theology and theocracy that was based on the what I called in one of my books, pharmacosophy. And this is what is said by Girard. Now Girard says the pharmakos, it's really great, this text of Girard, La violence et le sacré, very strong on this side, but it is also extremely dangerous.
But because why? He is not capable to address the question of hubris as techne, precisely. And this is the reason for which Thiel is capable to reappropriate this by using techne and manipulating people, even himself. Because I believe that when you manipulate people, you must manipulate first yourself. So I think this question of the relationship between pharmakos and pharmakon is extremely important, but extremely complicated. And there is a history of the pharmakos. There is there are always pharmakos. I don't know in the plural in Greek, but there is a diversity of figures of the pharmakos, but we have to make a history of that. It is not at all the same. For example, in the age of Trump, the pharmakos is not at all the same like in the age of Jesus, who is the pharmakos, etc., etc. So we must have an approach of that that is historical, and I claim that this approach should be an exorganology, from the point of view of an exorganology. Now, what you said about Athene and secularization, here I talk to Laurent. I will speak in French. Je pense qu'on ne peut pas, personnellement, je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de religion chez les Grecs. Et je crois que là, il faut faire un peu attention. C'est très discutable de parler de religion chez les Grecs. Il y a de la piété, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de la religion. Je suis en désaccord ici avec Jean-Pierre Vernant, donc avec un gros balèze, mais je ne crois pas qu'il y ait une religion grecque. Enfin, il y a peut-être eu des religions grecques, mais en tout cas, je ne crois pas que la piété de l'époque de Socrate puisse être appelée une religion. Alors vous avez appelé, évidemment, la religion civique, ce qui est une expression moderne, voilà. Pas une expression des Grecs. Voilà. Et c'est la question, ça par contre Vernon en parle extrêmement bien, c'est la question de la piété. Mais que veut dire la piété? Premièrement, que veut dire la piété? Deuxièmement, que veut dire la sécularisation? Et troisièmement, que veut dire l'Occident? Tous ces mots-là, il faudrait les revisiter de fond en comble. Qu'est-ce que ça veut dire l'Occident? Malheureusement, Paolo et Sarah ne sont pas encore là. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Mais ils sont confrontés à un problème en Amérique latine, et en Équateur en particulier, qui est, on pourrait appeler des post-colonial studies, et dans des post-colonial studies, et où la question est que maintenant, au nom des post-colonial studies, on voit une figure nouvelle se développer, qui s'appuie d'ailleurs sur Viveres de Castro et toute cette anthropologie perspectiviste, etc., pour rejeter en bloc tout, tout ce qui vient de l'Ouest, de l'Occident. Et nous en discutons souvent avec Paolo et Sarah, que ce qu'on appelle l'Ouest ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'Ouest ou c'est le capitalisme? Qu'est-ce que ça veut dire l'Ouest? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'Occident? Est-ce que, par exemple, le rapport entre la France et l'Amérique, c'est l'Occident? C'est un rapport absolument, complètement... il y a autant d'opposition entre la France et l'Amérique qu'entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, je veux dire. Autant, si ce n'est pas plus. Et donc, c'est très compliqué. Il faut faire attention parce qu'on fabrique des artefacts. Voilà, avec Spengler, par exemple, le déclin de l'Occident, etc. En fait, il invente une figure de l'Occident en disant qu'elle est en train de disparaître, il l'invente d'une certaine manière. Donc ça, c'est vachement compliqué. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'Occident? J'ai une réponse à ça. C'est le calcul. C'est le rapport au calcul. Il n'y a que ce qu'on appelle l'Occident, depuis les Grecs, qui a ce rapport au calcul. En Chine, il n'y a pas ce rapport au calcul. Il y a un rapport au calcul, mais ça n'est pas celui-là. Et nulle part ailleurs, il y a ce rapport au calcul. Voilà. C'est le problème que pose Georges Bataille dans, je ne me souviens plus du titre, voilà, La part maudite. Et que posent en fait toutes sortes de gens, voilà, dont, à mon avis, d'une manière qui m'exaspère, Giorgio Agamben, etc., et beaucoup de gens en Italie. Mais voilà. Pardon? Ouais, en Grèce ancienne. Ouais. Alors je dis pas que la Grèce ancienne
est occidental au sens de computationnel, mais ce que je dis par contre, c'est ce que je suis en train de faire pour ma postface, et le bouquin que je suis en train d'écrire, le mouvement de Platon dans la République, livre 7, c'est de poser une bonne fois pour toutes que la vraie question, c'est le calcul, l'orthothèse. Et que la question, c'est plus l'intuition géométrique, etc., c'est l'orthothèse. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir contrôler. Et ce que j'essaie de montrer, à la différence de ce que dit Heidegger, c'est que si Platon peut faire ce mouvement, c'est pas parce que Platon est un méchant métaphysicien, etc., c'est parce que, et c'est très très clair quand on lit Phèdre vraiment à la lettre, c'est-à-dire qu'on lit ligne par ligne, qu'on n'oublie aucune ligne, c'est un mouvement de la grammatisation qui produit ça. C'est la grammatisation occidentale, voilà, qui n'a pas produit ça en Chine, ni du côté du calcul, ni du côté du raisonnement apodictique, parce que les caractères chinois produisent, c'est une autre grammatisation. Ça n'est pas cette grammatisation-là. Et c'est cette grammatisation qui a abouti chez Kant à la différence entre l'entendement et la raison. Voilà, c'est ma thèse. En passant par Leibniz, par tout ce qui va, par Descartes évidemment, la mathématique universalis, etc. Et pour moi, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, c'est d'abord ça. Et c'est ce mouvement d'extension de la rétention tertiaire littérale, c'est-à-dire de l'écriture alphabétique, qui va faire que la vraie guerre qui va mener l'Occident en Chine, c'est bien sûr la guerre de l'opium, mais c'est surtout la guerre de la grammaire. C'est ce que montre Sylvain Roux dans la révolution technologique de la grammatisation. Il dit l'Occident a gagné la guerre en Chine quand il a réussi à exporter la grammaire du latin dans l'interprétation de la grammaire chinoise, ce qui était un truc absolument démentiel. C'est pas la même chose en Amérique latine d'ailleurs. C'est totalement démentiel, mais ça a fonctionné. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que par exemple, des Chinois peuvent dire, voilà, Prométhée et la question de la technique, etc., parce que c'est un processus de conquête de la guerre des esprits, voilà, de conquête à travers les rétentions tertiaires. Alors, ce que je crois, moi, c'est que derrière tout ça, enfin, je vais m'arrêter parce que je parle trop longtemps, mais derrière tout ça, j'insiste, je reviens à ce que j'affirmais ce matin, il y a la nécessité absolue d'élaborer une nouvelle architectonique de la raison. C'est-à-dire que si, sur la violence, sur la sécularisation, sur tous ces processus-là, si on ne requalifie pas complètement les facultés, tous ces processus au nom desquels ces différenciations se sont faites, aujourd'hui et au regard des big data, de la connexion planétaire, etc., on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut qu'on recommence, qu'on reprenne toutes ces questions sous l'angle voilà, disons, des conditions de la catégorisation. Parce que l'architectonique, c'est l'architectonique qui commence par la déduction des catégories, etc. Et donc, quelles sont les conditions de la catégorisation? Les catégories, on le disait au déjeuner, ne sont pas a priori. Elles supposent des jugements synthétiques a priori, selon Kant, je veux dire. Chez Aristote, ça se pose autrement. Et nous essayons de dire, à l'époque de ce qu'on appelle les ontologies, qui sont d'ailleurs pas du tout des ontologies, les ontologies du computationnel, c'est-à-dire produites par l'intelligence artificielle, tous ces machins-là, eh bien, il y a une nouvelle architectonique de la raison qui s'impose. Et si on ne traite pas de ces questions, à pleine commune, c'est pas la peine qu'on continue. Parce que si on n'est pas capable de répondre à Peter Thiel à ce niveau-là, en lui disant « mais vous n'avez rien compris à Girard ». C'est pas ça l'enjeu de Girard. Si on ne se bat pas à ce niveau-là, et si on n'arrive pas à l'articuler avec les questions de cosmotechnique au sens où essaye de les poser par exemple Duke, c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. J'aurais bien aimé aussi reparler de l'immunité chez Esposito, tout ça, mais il faut qu'on s'arrête parce qu'on est vachement en retard maintenant. Voilà. Donc, je vous demande pardon de mettre un point final à mon intervention et de proposer qu'on arrête la discussion maintenant.